Le silence du 23e étage était différent ce matin-là. Clara Mendes poussait son chariot de nettoyage dans le couloir de la Blackwell Industries à 5h40, comme elle le faisait depuis 3 ans. Ses baskets usées grinçaient sur le sol en marbre, tandis qu'elle observait la ville encore endormie à travers les fenêtres panoramiques. En bas, les rues commençaient à palpiter avec les premiers signes de vie. Ici, tout en haut, au sommet du plus imposant immeuble du quartier financier, le monde semblait figé dans une bulle de pouvoir et d'argent à laquelle Clara n'appartiendrait jamais. Elle s'arrêta devant la double porte en acajou. La plaque dorée brillait même dans la pénombre, Thomas Blackwell, PDG. Clara inspira profondément avant de tourner la poignée. Le bureau était 3 fois plus grand que l'appartement où elle vivait avec sa fille de 7 ans. Des tableaux coûteux ornaient les murs, des trophées d'entreprise remplissaient les étagères, et cette odeur de cuir et de bois précieux imprégnait chaque centimètre de la pièce. Clara commença sa routine. Elle vida la corbeille, passa le chiffon sur les étagères, remit les coussins du canapé en place. Lorsqu'elle arriva à la table, son cœur se serra. Des documents éparpillés, des stylos hors de place, une tasse de café à moitié pleine. Thomas Blackwell laissait toujours tout impeccable avant de partir. Quelque chose n'allait pas. Vraiment pas. Elle commença à ranger les papiers en une pile ordonnée lorsqu'un titre attira son attention. Déclaration DE faillite, Blackwell Industries. Les mains de Clara tremblèrent. Faillite? L'entreprise qui employait plus de 5000 personnes faisait faillite? Son emploi. L'assurance santé de la petite Laura. Tout allait disparaître. Elle ne devait pas lire. Elle le savait. Mais ses yeux parcoururent le document comme s'ils avaient leur propre volonté. Des chiffres astronomiques sautaient aux yeux. Des dettes qu'elle ne savait même pas prononcer. Et puis, quelque chose la fit s'arrêter complètement. Un chiffre n'avait aucun sens. Clara avait grandi en aidant son père dans le petit atelier mécanique du quartier. Il n'avait pas reçu d'éducation formelle, mais il comprenait les chiffres mieux que quiconque. Les chiffres ne mentent pas, ma fille, disait-il toujours. Quand quelque chose ne colle pas, c'est que quelqu'un ment. Il avait tout perdu des années plus tôt justement parce qu'il avait fait confiance à des papiers falsifiés par un comptable corrompu. Clara avait appris très jeune à se méfier lorsque les chiffres se mettaient à danser sur la page. Et là, dans ce document qui déciderait du futur de milliers de familles, les chiffres dansaient. Elle prit une calculatrice posée sur la table. Refit les calculs une fois. Puis une autre. Et encore une autre. Aucun doute possible. Quelqu'un avait inventé 17 millions de dollars de dettes qui n'existaient pas. Le cœur de Clara battait si fort qu'elle pouvait entendre son propre pouls dans ses oreilles. Qui aurait fait cela? Pourquoi? Elle regarda autour d'elle, comme si les murs pouvaient lui donner des réponses. Ses yeux tombèrent alors sur une photo encadrée sur le bureau. Thomas Blackwell aux côtés d'un autre homme en costume, tous deux souriant lors d'un événement d'entreprise. Une plaque en arrière-plan identifiait l'autre, Victor Kane, vice-président exécutif. Clara connaissait Victor Kane. Tout le monde le connaissait. Il traversait les couloirs comme s'il était le propriétaire de l'immeuble, ignorant complètement des gens comme elle. Il traitait les femmes de ménage comme du mobilier. Une fois, Laura était tombée malade et Clara avait dû l'amener au travail pendant quelques heures. Victor s'était plaint au responsable, disant que cet endroit n'était pas une garderie. Clara n'avait jamais oublié le mépris dans sa voix. Elle regarda de nouveau le document. Si Thomas signait cela, l'entreprise serait déclarée en faillite avant midi. Tout le monde perdrait son emploi. Mais il y avait quelque chose de plus sinistre là-dedans. Qui aurait à gagner de cette faillite? Qui avait accès à des documents aussi importants? Clara sortit le vieux téléphone de la poche de son uniforme. Ses mains tremblaient pendant qu'elle photographiait chaque page du document. Elle ne savait pas exactement ce qu'elle ferait de ces informations, mais quelque chose en elle criait qu'elle devait agir. Son père disait toujours que se taire face à l'injustice, c'était en être complice. Quand elle eut terminé, Clara chercha de quoi écrire. Elle trouva un bloc-notes jaune et un stylo. D'une écriture tremblante, elle griffonna rapidement. « Monsieur Blackwell, vérifiez les chiffres de la page 3. Il y a 17 millions qui n'existent pas. Quelqu'un essaie de voler votre entreprise. » Elle ne signa pas. Elle ne pouvait pas prendre ce risque. Des gens comme elle ne défiaient pas des gens comme Victor Kane et ne survivaient pas pour raconter l'histoire. Elle plaça le mot bien au centre du bureau, là où Thomas ne pourrait pas le manquer. Elle remit les documents exactement comme ils étaient avant. Elle termina le nettoyage, les jambes tremblantes, rangea le chariot et quitta la pièce. Dans le couloir, Clara s'appuya contre le mur et ferma les yeux. Que avait-elle fait? Si elle se trompait, elle passerait pour une folle. Si elle avait raison, elle venait de se mettre en travers du chemin de quelqu'un de très dangereux. Mais quand elle pensa au sourire de Laura, aux collègues qui travaillaient là,
aux familles qui dépendaient de ses salaires, elle sut qu'elle avait fait la seule chose possible. À 7 heures du matin, quand son service prit fin, Clara vit Thomas Blackwell entrer précipitamment dans l'ascenseur. Son visage était tendu, sa cravate de travers, des cernes profondes trahissaient une nuit sans sommeil. Il tenait une mallette en cuir qui contenait probablement sa sentence de mort professionnelle. Clara baissa la tête et continua de passer le chiffon dans le couloir, invisible comme toujours. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Ce que Clara ne savait pas, c'est qu'à cet instant, elle venait de sauver bien plus qu'une entreprise. Clara était dans le vestiaire en train de changer d'uniforme lorsqu'elle entendit les cris. Il était 8h15 et elle aurait dû partir depuis plus d'une heure, mais le bus était en panne, elle devait attendre le suivant. Les murs fins du vestiaire tremblaient sous l'intensité des voix masculines venant du 23e étage. Elle reconnut immédiatement la voix de Thomas Blackwell. Elle ne l'avait jamais entendu crier ainsi. L'homme avait toujours été poli, discret, presque timide. Mais à cet instant, sa voix coupait l'air comme une lame tranchante de colère et de trahison. Vous avez falsifié les chiffres. 17 millions de dollars inventés. La voix de Thomas résonnait dans le couloir vide. Clara s'approcha de la porte entr'ouverte du vestiaire, le cœur battant. J'ai eu confiance en vous, Victor. 30 ans de partenariat, et vous me faites ça? La réponse de Victor Kane vint calme, presque ennuyée. Je ne sais pas de quoi vous parlez, Thomas. Ces documents ont été préparés par nos comptables. S'il y a une erreur, c'est leur incompétence, pas la mienne. Menteur. L'impact de quelque chose frappant la table fit sursauter Clara. J'ai refait tous les calculs. Les dettes réelles s'élèvent à 43 millions. Vous en avez ajouté 17 de plus pour forcer la faillite. Et savez-vous ce que j'ai découvert? Si l'entreprise fait faillite, vous avez une clause d'achat des actifs pour 20 centimes par dollar. Vous avez planifié ça. Un lourd silence s'ensuivit. Clara avait du mal à respirer. Puis Victor rit. C'était un rire froid qui fit glacer le sang de Clara dans ses veines. Et que vas-tu faire, Thomas? Me dénoncer? La voix de Victor était maintenant pur poison. Qui va te croire? J'ai contrôlé les chiffres de cette entreprise ces 10 dernières années. J'ai des documents, des emails, des rapports, tout prouvant que tu étais au courant de chaque centime. Si cette entreprise coule, tu coules avec elle. D'ailleurs, tu coules en premier. Clara s'adossa au mur, les jambes faibles. Alors c'était ça. Victor ne se contentait pas de voler l'entreprise. Il tendait un piège pour faire porter la responsabilité à Thomas. Et ça marcherait probablement. Les hommes comme Victor avaient toujours un plan, sortaient toujours indemnes pendant que d'autres payaient pour leurs crimes. Il y a quelqu'un qui connaît la vérité, dit Thomas, et Clara perçut un changement dans sa voix. De l'espoir. Quelqu'un a laissé un mot sur mon bureau ce matin. Quelqu'un a remarqué la fraude avant moi. Le silence qui suivit était assourdissant. Clara pouvait imaginer Victor analysant cette information, recalculant ses plans. Un mot anonyme, finit par dire Victor, et Clara décelait quelque chose de nouveau dans sa voix. De la peur. Cela ne signifie rien. Ça peut venir de n'importe qui. Ça peut même être un mensonge pour m'effrayer. Ce n'est pas un mensonge. Et cette personne m'a sauvé la vie, Victor. Parce que maintenant je sais ce que tu as fait et j'ai le temps de le prouver. Tu n'as rien, explosa Victor. Et tu sais pourquoi? Parce que je contrôle cet endroit. Les comptables me répondent. Le département juridique me répond. Le conseil d'administration me répond. Tu n'es qu'un joli visage pour les actionnaires, Thomas. Ça a toujours été le cas. J'ai construit cet empire pendant que tu souriais aux caméras. Clara entendit des pas lourds. Quelqu'un marchait de long en large dans la pièce. Sors de mon entreprise, dit Thomas, chaque mot chargé d'une autorité que Clara n'aurait jamais imaginée chez lui. Maintenant. Et tu peux prendre tes avocats, parce que tu en auras besoin. Ton entreprise. Victor rit à nouveau, mais cette fois le rire sonnait désespéré. Cette entreprise est à moi. J'ai 51% des actions. Tu as oublié? Tu m'as vendu la participation majoritaire il y a 5 ans quand tu avais besoin d'argent pour couvrir ces investissements idiotes. Je suis le propriétaire. Thomas, tu travailles pour moi. Le silence qui s'ensuivit était si lourd que Clara sentit son poids sur ses épaules. Alors c'était encore pire qu'elle ne l'imaginait. Victor ne volait pas seulement l'entreprise. Il en était déjà le propriétaire. Et maintenant il détruisait ce qui restait pour que Thomas n'ait plus rien. Alors pourquoi la faillite? Demanda Thomas, sa voix n'étant plus qu'un murmure brisé. Si tu as déjà le contrôle, pourquoi me détruire? Parce que tu as encore le nom, cracha Victor comme si les mots étaient du poison. Blackwell Industries.
Ton nom sur la porte, sur la marque, dans chaque contrat. Ton visage dans Forbes, à CNN, au dîner de gala. Tant que cette entreprise existera avec ton nom, tu seras quelqu'un. Et je ne peux pas permettre ça. Quand cette entreprise fera faillite, je l'achèterai pour rien, je changerai le nom en Kane Corporation, et toi, tu seras oublié. Tu ne seras personne. Comme ça aurait toujours dû être. Clara porta la main à sa bouche pour étouffer le son de son choc. Ce n'était pas une question d'argent. C'était une question d'ego. Il s'agissait d'effacer Thomas de l'histoire et de réclamer toute la gloire pour lui-même. Maintenant, signe les papiers, ordonna Victor. Signe ou je ferme cette entreprise dès aujourd'hui et je mets 5000 personnes à la rue. Et tout le monde saura que c'est de ta faute. Que tu as tout perdu par incompétence. J'ai déjà les articles prêts à envoyer à la presse. Tu seras le PDG qui a coulé un empire. Clara ne put rester immobile plus longtemps. Elle sortit du vestiaire et marcha vers le bureau du PDG. Chaque pas était une bataille contre la peur, contre la voix dans sa tête qui lui disait de fuir, de se cacher, de laisser les riches résoudre leurs propres problèmes. Mais alors elle pensa à Laura. Elle pensa à tous les employés qui comptaient sur leur patron pour faire ce qu'il fallait. Elle pensa à son père disant que le silence était complice. Clara frappa à la porte. Les cris cessèrent instantanément. La porte s'ouvrit et Thomas Blackwell apparut, le visage rouge, les yeux injectés de sang. Derrière lui, Victor Kane la fixait avec une expression de surprise et de mépris. « J'ai vu les documents », dit Clara, sa voix étonnamment ferme. « C'est moi qui ai laissé le mot. Et je peux prouver qu'il ment. » Victor Kane regarda Clara comme si elle était un cafard qui venait d'apparaître sur son assiette de nourriture chère. « Qui diable es-tu » ? Clara Mendes. Je travaille au nettoyage du 23e étage depuis 3 ans. Elle garda la voix ferme, bien que chaque cellule de son corps criait de fuir. Et j'ai des preuves que vous avez falsifié les documents de faillite. Thomas fit un pas en avant, les yeux écarquillés. Toi, tu as laissé le mot ? Je l'ai laissé. Et j'ai tout photographié avant que vous n'arriviez. Clara sortit le vieux téléphone de sa poche. L'écran fissuré brillait des images des documents. J'ai chaque page. Chaque chiffre modifié. Chaque signature falsifiée. Le visage de Victor passa du rouge au blanc en quelques secondes. Il s'avança vers Clara, mais Thomas se plaça entre eux. « N'ose pas », prévint Thomas, la voix basse et dangereuse. Puis il se tourna vers Clara. « Tu peux vraiment le prouver. » « Je peux. Mon père travaillait en comptabilité informelle. Il m'a appris à lire des tableaux avant que j'apprenne à lire des livres. » Clara déverrouilla le téléphone et agrandit une des photos. « Regardez ici. La dette envers la Banque centrale apparaît à 62 millions. Mais si vous regardez la documentation originale du prêt, qui est archivée au 10e étage, vous verrez que ce n'est que 45 millions. Quelqu'un a ajouté 17 millions et falsifié la signature du directeur de la banque. » Victor rit, mais c'était un rire nerveux et brisé. « Cela ne prouve rien. Ça peut être une simple erreur comptable. » « Ce n'est pas une erreur quand ça se produit dans 5 comptes différents, » poursuivit Clara en faisant défiler les photos. « Fournisseurs, banque, investisseurs. Toujours le même schéma. Toujours des valeurs gonflées. Et savez-vous ce que j'ai aussi découvert ? Toutes ces modifications ont été faites sur le même ordinateur. Le vôtre. »« Tu n'as aucun moyen de le savoir, » cria presque Victor. « Si. Chaque document numérique contient des métadonnées. Des informations cachées sur quand il a été créé, modifié et sur quelle machine. » Clara n'avait jamais imaginé que ses cours d'informatique du soir qu'elle avait pris au centre communautaire lui seraient aussi utiles. « Votre ordinateur possède un identifiant unique. Il est présent dans tous ses fichiers. » Thomas prit le téléphone de Clara et examina les photos, les parcourant avec une attention grandissante. Ses yeux se remplirent de larmes. « Tu as tout sauvegardé. Tu as sauvé mon entreprise. Tu as sauvé ma vie. » « Je n'ai pas encore sauvé, » dit Clara. « Il a encore 51% des actions. Il peut toujours fermer l'entreprise. » Victor recula, les mains tremblantes. « Vous ne comprenez pas. J'ai construit ça. 30 ans de ma vie. Thomas n'était qu'un gamin riche qui a hérité de l'argent de son père. Moi, j'ai fait le vrai travail. Je méritais la reconnaissance. »« Alors pourquoi n'as-tu pas construit ta propre entreprise ?» demanda Clara, surprise par son courage. « Pourquoi détruire ce que vous avez construit ensemble ?»« Parce que personne ne se souvient du deuxième nom. » explosa Victor. « Personne ne demande au vice-président. Au type dans les coulisses. J'en avais assez d'être invisible. » Quelque chose remua dans la poitrine de Clara. Invisible. Elle savait exactement ce que c'était.
Être ignoré, oublié, traité comme si on n'existait pas. Mais cela ne justifiait pas de détruire des milliers de vies innocentes. Je comprends, dit-elle calmement. Je passe devant vous tous les jours et vous ne m'avez jamais regardé. Pas une seule fois en 3 ans. Je sais ce que c'est d'être invisible. Mais savez-vous la différence entre nous? Moi, je ne détruis pas des vies à cause de ça. Victor détourna le regard, incapable de la regarder en face. Thomas prit une profonde inspiration. Victor, tu peux encore réparer ça. On peut aller à la police, tu peux avouer, peut-être obtiendras-tu un accord. Un accord? Ricana amèrement Victor. Thomas, tu es naïf jusqu'au bout. Tu sais ce qu'il arrive aux dirigeants qui commettent une fraude? Prison fédérale. Perte de tout. Je préfère mourir. Alors allons devant le conseil d'administration, dit Thomas. Avec ces preuves, ils te destitueront. Ils annuleront le transfert d'actions. Tu perdras tout de toute façon, mais au moins tu n'iras pas en prison. Victor resta immobile, en train de réfléchir. Clara pouvait voir les engrenages tourner dans sa tête, cherchant une sortie, un plan, n'importe quoi. Puis ses yeux se posèrent sur le téléphone dans la main de Thomas. « Ces photos sont sauvegardées quelque part ?» demanda Victor, la voix dangereusement calme. « Elles sont sur mon portable », répondit Clara. « Seulement sur ton portable. » Clara hésita. Elle n'avait pas pensé à faire une sauvegarde. Elle n'avait pas d'ordinateur à la maison, pas de cloud, rien d'autre que cet appareil vieux et cassé. Victor remarqua l'hésitation et sourit. « Alors tout ce que j'ai à faire, c'est détruire ce téléphone, et c'est ma parole contre la vôtre à tous les deux. » Il se précipita, mais Thomas fut plus rapide. Il attrapa le bras de Victor et le tordit dans le dos. « Clara, va au 10e étage. Cherche Andrea Martinez au service informatique. Dis-lui que je t'envoie. Elle fera une sauvegarde de tout et enverra des copies vers des lieux sûrs. » Clara courut vers la porte, mais Victor parvint à se libérer de l'emprise de Thomas. Il saisit un presse-papier en cristal sur le bureau et le lança en direction de Clara. Elle se baissa et l'objet explosa contre le mur, des éclats de verre volant de partout. « Cours !» cria Thomas en retenant à nouveau Victor. Clara jaillit dans le couloir, le téléphone serré contre la poitrine. Ses baskets usées glissaient sur le sol ciré, tandis qu'elle cherchait désespérément l'ascenseur. Derrière elle, elle entendait les bruits de la lutte, des meubles renversés, du verre brisé. L'ascenseur mit une éternité à arriver. Quand enfin les portes s'ouvrirent, Clara y entra et appuya frénétiquement sur le bouton du 10e étage, comme si cela pouvait faire descendre la cabine plus rapidement. Les portes commencèrent à se refermer lorsqu'elle vit Victor apparaître dans le couloir, le costume en lambeaux, une entaille saignante au front. Leurs regards se croisèrent une seconde. Et dans cette seconde, Clara vit quelque chose qui la fit frissonner. Ce n'était pas seulement de la colère. C'était la détermination froide de quelqu'un qui n'avait plus rien à perdre. Quelqu'un prêt à tout pour protéger ses secrets. Les portes se refermèrent et l'ascenseur commença à descendre. Clara regarda le téléphone dans ses mains tremblantes. Ce vieux et fissuré appareil portait maintenant le destin de 5000 familles. Et quelqu'un venait derrière elle, prêt à le détruire à n'importe quel prix. Le 10e étage était silencieux lorsque Clara sortit de l'ascenseur. Ses pas résonnaient dans le couloir, tandis qu'elle cherchait désespérément le service informatique. Chaque seconde comptait. Victor descendait certainement déjà les escaliers, et il était plus rapide que n'importe quel ascenseur. Clara tourna un coin et faillit percuter une femme aux lunettes rouges, portant une pile de dossiers. « Andrea Martinez ?» demanda Clara, à bout de souffle. « Oui. Qui voulez-vous ?»« Thomas Blackwell m'a envoyé. J'ai besoin de faire une sauvegarde urgente des photos sur mon téléphone. C'est une question de vie ou de mort pour l'entreprise. » Andrea plissa les yeux, puis sembla prendre une décision. « Suivez-moi. Vite. » Elles entrèrent dans une salle remplie d'ordinateurs et de serveurs clignotants. Andrea prit un câble et connecta le téléphone de Clara à l'ordinateur. « Ça va prendre quelques minutes. »« Nous n'avons pas de minutes, » dit Clara, regardant nerveusement la porte. « Victor Kane arrive. Il va essayer de détruire ses preuves. » Andrea commença à taper furieusement. « Alors je vais accélérer. J'enverrai tout vers 5 serveurs différents dans le cloud. Il ne pourra rien effacer. » C'est alors qu'elles entendirent le bruit. Des pas rapides et lourds dans le couloir. La porte s'ouvrit violemment et Victor entra, le visage tordu de rage. Il tenait un extincteur. « Éloignez-vous de l'ordinateur », ordonna Victor, levant l'extincteur comme une arme. « Maintenant. » Andrea se plaça devant l'ordinateur. « Monsieur Kane, que faites-vous ? » « Je protège ce qui m'appartient. Écartez-vous, Andrea. »
Vous ne voulez pas vous mêler de ça. Je suis déjà impliqué, dit fermement Andrea. Et les photos ont déjà été envoyées dans le cloud. Détruire cet ordinateur ne servira à rien. Victor resta figé. Vous mentez. Je ne mens pas. Regardez. Andrea fit pivoter l'écran. À l'écran, 5 barres de progression affichaient 100% accompli. Téléversement terminé il y a 30 secondes. Maintenant, ces preuves sont sur des serveurs en Californie, au Texas, à Londres, à Tokyo et à Sydney. Bonne chance pour tout effacer. L'extincteur tomba des mains de Victor avec un fracas métallique. Il recula en titubant et s'assit lourdement sur une chaise, le visage dans les mains. C'est fini. Tout est fini. Clara ressentit une pointe de compassion, mais la repoussa. Cela n'avait pas besoin de se passer ainsi. Vous aviez du talent, une position, du respect. Pourquoi tout gâcher? Victor leva la tête, et Clara vit des larmes dans ses yeux. Parce que j'en avais assez d'être le éternel second. Mon père était second violon dans un orchestre. Mon frère était vice-champion de tout ce qu'il essayait. J'ai juré que je serais différent, que je serais le premier. Le seul. Alors vous avez tout détruit pour prouver un point. Andrea secoua la tête, incrédule. Avant que Victor ne puisse répondre, Thomas entra dans la salle accompagné de 2 agents de sécurité et d'une femme en costume que Clara reconnut sur les photos dans les couloirs. C'était Helena Cross, présidente du conseil d'administration. Victor Kane, dit Helena d'une voix froide et professionnelle. Au nom du conseil d'administration de Blackwell Industries, vous êtes destitué de toutes vos fonctions, avec effet immédiat. Les actions que vous avez obtenues par coercition et fraude sont annulées. Et la police a déjà été contactée. Victor ne réagit pas. Il resta simplement assis, fixant le vide. Thomas s'approcha de Clara. Aujourd'hui, tu as sauvé 5000 emplois. Tu as sauvé des familles entières. Comment puis-je te remercier? Pas besoin de remercier, dit Clara. J'ai juste fait ce qui était juste. Non, tu as fait bien plus que ça. Thomas inspira profondément. Clara, je veux t'offrir un poste. Au département d'audit interne. Nous avons besoin de personnes avec ton regard attentif, ton intégrité, ton courage. Clara cligna des yeux, confuse. Mais je suis femme de ménage. Je n'ai pas de diplôme universitaire. Vous avez quelque chose de plus précieux que n'importe quel diplôme, intervint Helena Cross. Vous avez du caractère. Et cette entreprise a désespérément besoin de personnes avec du caractère. Nous allons financer vos études de comptabilité, vous fournir une formation complète, et vous commencer comme analyste junior. Qu'en pensez-vous? Clara sentit les larmes monter. Elle pensa à Laura, à la meilleure école qu'elle pourrait payer, à l'appartement décent où elle pourrait vivre, aux factures qu'elle n'aurait plus à craindre. Elle pensa à son père, qui avait toujours cru que faire le bien valait la peine, même quand cela semblait inutile. « J'accepte, » dit-elle, la voix tremblante. Les policiers arrivèrent et emmenèrent Victor menotté. Il regarda Clara une dernière fois avant de partir. « Vous savez, » dit-il calmement, « nous ne sommes pas si différents. Tous les deux invisibles. Tous les deux cherchant à être vus. Nous sommes très différents, » répondit Clara. « J'ai choisi d'être vue en faisant le bien. Vous avez choisi d'être vue en détruisant les autres. C'est toute la différence. » Victor ne dit plus rien. Il baissa la tête et se laissa emmener par les policiers. Quand la salle fut vide, à l'exception de Thomas, Helena, Andrea et Clara, il y eut un moment de silence lourd. Puis Helena commença à applaudir. Andrea se joignit à elle, puis Thomas. Clara resta là, tenant encore le vieux téléphone, essayant de réaliser que tout était vraiment terminé. « Tu te rends compte de ce que tu as fait aujourd'hui ?» demanda Thomas. « Tu n'as pas seulement sauvé l'entreprise. Tu as prouvé qu'une personne ordinaire, en faisant ce qui est juste, peut tout changer. Tu es une héroïne. » « Je ne suis pas une héroïne, » dit Clara doucement. « Je suis juste une mère qui veut un monde meilleur pour sa fille. » « C'est exactement ce qui fait de toi une héroïne, » sourit Helena. « Les personnes extraordinaires sont celles qui accomplissent des choses extraordinaires pour les raisons les plus simples et les plus pures. Et toi, Clara Mendes, tu es absolument extraordinaire. » Clara laissa enfin couler ses larmes. Des larmes de soulagement, d'épuisement, d'espoir. Elle était entrée dans cet immeuble ce matin-là comme toujours, invisible et oubliée. Et maintenant, elle en sortait comme quelqu'un qui comptait. Quelqu'un qui avait fait la différence. Quelqu'un qui avait changé des destins. 3 ans plus tard, Clara Mendes se tenait au même 23e étage, mais tout avait changé. Elle ne poussait plus un chariot de nettoyage. Elle portait un élégant tailleur et tenait une mallette en cuir.
La plaque sur la porte de son bureau indiquait « Clara Mendes, directrice de l'intégrité corporative ». Le chemin pour en arriver là n'avait pas été facile. Les cours du soir en comptabilité, tout en travaillant le jour, la laissaient épuisée. Laura, maintenant âgée de 10 ans, s'endormait souvent en attendant que sa mère rentre à la maison. Mais chaque fois que Clara pensait abandonner, elle se souvenait de ce matin qui avait tout changé. Elle se rappelait que faire ce qui est juste, même lorsque c'est difficile, en vaut toujours la peine. Lors des premiers mois en tant qu'analyste junior, Clara rencontra de la résistance. Des collègues murmuraient qu'elle n'avait obtenu le poste que par pitié, qu'elle n'avait aucune véritable qualification. Un manager déclara même ouvertement qu'une ancienne femme de ménage n'avait pas sa place dans le département financier. Clara aurait pu se laisser abattre. Au lieu de cela, elle travailla plus dur que tout le monde. Elle étudia davantage, analysa plus de rapports, découvrit plus d'irrégularités. Au cours de sa première année, Clara identifia 3 petits schémas de fraude qui avaient échappé à tous pendant des années. Des fournisseurs fantômes facturant des services inexistants. Des employés détournant des fonds vers des comptes personnels. Même un comptable falsifiant des factures. Chaque découverte sauvait des centaines de milliers de dollars et protégeait l'intégrité que l'entreprise reconstruisait. Thomas Blackwell l'appela dans son bureau après la 3e découverte. Clara entra nerveuse, pensant avoir peut-être franchi une limite invisible. Mais Thomas sourit simplement et dit « Tu as un don rare, Clara. Tu vois ce que les autres choisissent d'ignorer. Et tu as le courage d'agir quand il serait plus facile de se taire. L'entreprise a besoin de plus de personnes comme toi. » C'est alors qu'il lui proposa la promotion de chef de l'équipe d'audit. Clara accepta, les larmes aux yeux, en pensant à quel point sa vie avait changé grâce à un simple petit mot jaune laissé sur un bureau. L'histoire de Clara fit le tour de la presse dès la 2e année. Une journaliste d'investigation découvrit les détails de l'affaire Victor Kane et remonta jusqu'à la femme de ménage qui avait sauvé la Blackwell Industries. Le titre disait « De femme de ménage à héroïne d'entreprise, la femme qui a sauvé 5000 emplois ». L'article devint viral. Clara fut invitée à des émissions, des conférences universitaires et des congrès d'affaires. Au début, Clara détesta l'attention. Elle ne voulait pas être vue comme une héroïne ou un exemple. Elle voulait simplement travailler et s'occuper de Laura. Mais elle commença alors à recevoir des lettres. Des centaines. De travailleurs invisibles comme elle l'avait été autrefois. Des femmes de ménage, des agents de sécurité, des réceptionnistes, des personnes qui témoignaient d'irrégularités tous les jours mais avaient peur de parler. « Votre histoire m'a donné du courage », écrivait un concierge d'hôpital. « J'ai dénoncé le vol de médicaments et j'ai sauvé des vies. » Une autre lettre, d'une secrétaire, « J'ai vu mon patron falsifier des documents. J'ai pensé me taire, mais je me suis rappelé de vous. J'ai fait ce qui était juste. » Alors Clara comprit. Son histoire n'était pas seulement la sienne. Elle appartenait à tous ceux qui avaient besoin de courage pour faire ce qui est juste. Elle commença à accepter les invitations pour des conférences, non pas pour parler d'elle-même, mais pour inspirer les autres à trouver leur propre voie. La Blackwell Industries prospéra après le scandale. Thomas mit en place des politiques strictes de transparence et créa des canaux anonymes pour les signalements. L'entreprise devint une référence en gouvernance d'entreprise. Mais le projet le plus important naquit d'une conversation entre Thomas et Clara. « Et si nous créions quelque chose de plus grand ?» proposa Thomas. « Quelque chose qui protège les personnes comme toi dans d'autres entreprises. Des gens qui risquent tout pour faire ce qui est juste. » Ainsi naquit la Fondation Blackwell pour l'intégrité. Un fonds offrant protection juridique, soutien financier et réaffectation professionnelle pour les employés dénonçant des fraudes. Clara fut nommée directrice exécutive. Elle quitta son poste dans l'entreprise pour se consacrer entièrement au projet qui sauverait d'innombrables autres personnes dans la même situation qu'elle avait vécue. Au cours de la première année, la Fondation aida 43 lanceurs d'alerte. La 2e année, 170. Les histoires étaient diverses, mais le schéma restait toujours le même. Des gens ordinaires faisant des choix extraordinaires, même sachant qu'ils pouvaient tout perdre. Ce vendredi après-midi, 3 ans après l'incident, Clara se trouvait dans son ancien bureau au 23e étage pour une réunion finale avant de prendre pleinement la direction de la fondation. Elle s'approcha de la fenêtre et regarda la ville en bas. Des millions de personnes, chacune avec ses luttes invisibles, ses dilemmes moraux, ses choix difficiles. Son téléphone sonna. C'était Laura. « Maman, tu vas arriver à temps pour le dîner. »« Oui, mon amour. Je pars maintenant. » Quand Clara raccrocha, elle regarda le bureau où tout avait commencé. Le même bureau où elle avait laissé un mot qui avait changé non seulement sa vie, mais celle de milliers de personnes. Elle pensa à Victor Kane, purgant 8 ans de prison pour fraude d'entreprise.
Elle pensa à la façon dont deux personnes invisibles avaient fait des choix si différents dans ce même immeuble. Clara prit sa mallette et marcha vers l'ascenseur. Elle passa devant un jeune membre de l'équipe de nettoyage poussant un chariot. Elle s'arrêta et lui sourit. « Bon travail, » dit-elle. « Tu fais une différence ici. » Le jeune homme cligna des yeux, surpris, puis lui rendit son sourire. « Merci, madame. » C'était un petit geste. Mais Clara savait maintenant que les petits gestes comptent. Que reconnaître l'humanité en chaque personne importe. Que faire ce qui est juste, même quand personne ne regarde, importe toujours. Elle sortit du bâtiment sous le ciel orangé du crépuscule, prête à dîner avec sa fille et à raconter encore une fois l'histoire de la manière dont un simple acte de courage peut changer le monde entier. Parce qu'au final, nous avons tous un choix. Nous pouvons rester silencieux face à l'injustice, ou nous pouvons trouver notre voie. Nous pouvons être complices du mal, ou nous pouvons être agents du bien. Et ce choix définit non seulement qui nous sommes, mais le type de monde que nous construisons ensemble. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Votre courage n'est peut-être qu'à une décision